C'est une étude dans laquelle on analyse en fait le lien entre l'horizon des investisseurs, donc la présence d'investisseurs de court terme, et la performance des banques pendant la crise. On pense que c'est finalement un sujet important que de mieux comprendre la performance des banques pendant la crise et comment on pourrait l'améliorer à travers la régulation. Pourquoi c'est important? Puisque à la fois la crise de 98 et la crise de 2007-2008, qui sont les deux plus grosses crises qu'on ait connues récemment, ont eu des effets extrêmement importants sur l'économie réelle. Donc finalement, la performance d'une banque pendant la crise a eu des effets sur un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises qui dépendaient directement de la banque. Et donc nous, la principale contribution de cet article, c'est de mettre en évidence que l'horizon des actionnaires, et en particulier la présence d'investisseurs de court terme, était un déterminant extrêmement important de la performance des banques et de leur capacité à résister à la fois dans la crise de 98 et dans la crise de 2007-2008. Et on verra aussi les canaux par lesquels la présence d'investisseurs de court terme a pu peser sur la performance des banques pendant la crise. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, pourquoi on a eu l'idée de faire cet article? L'article est parti du constat que finalement le capital des banques, donc juste une précision, par capital des banques, j'entends le montant de fonds propres avec lequel elles se financent. Donc le capital des banques, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est au cœur de la régulation bancaire. L'idée est assez simple. La raison pour laquelle le capital des banques est si important pour les régulateurs, c'est que le niveau de capital d'une banque va déterminer sa probabilité, sa capacité, sa probabilité à résister à des chocs économiques. Empiriquement, la littérature confirme totalement cette place centrale jouée par le capital, puisque les banques qui avaient plus de capital avant la crise de 2007-2008, mais aussi de manière générale avant n'importe quelle crise, s'en sont mieux sorties pendant la crise. Donc finalement, du point de vue du régulateur, on a cette idée que plus de capital, c'est souhaitable et c'est mieux pour la performance des banques, pour la résistance des banques en temps de crise, peu importe finalement qui est-ce qui apporte ce capital. Donc, finalement, du point de vue du régulateur, ce qu'on veut, c'est que la banque ait un niveau de capital au-delà des minimums réglementaires, mais finalement, on accorde que peu d'importance au fait de savoir d'où vient ce capital, quelle est la nature des investisseurs qui l'apportent. Et ça, c'est évidemment contraire à la littérature académique qui montre que finalement, les investisseurs sont tous sauf homogènes et, comme vous l'a expliqué Alexandre, qu'en particulier, ils diffèrent selon leur horizon d'investissement. Du coup, ce qu'on va chercher à faire dans cet article, c'est de voir dans quelle manière l'horizon des investisseurs a une importance pour la performance des banques pendant la crise. Finalement, au-delà du niveau de capital d'une banque, est-ce que la nature des investisseurs qui apportent ce capital a une incidence sur la performance d'une banque en temps de crise? Et on s'intéresse, donc l'article est vraiment centré sur les périodes de crise, puisque c'est justement dans ces périodes de crise que le capital comme source de financement ou comme source de financement extrêmement stable est important. En termes de méthodologie, n'ayez pas peur de l'équation, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Donc la variable qu'on va chercher à expliquer, c'est le biennial return d'une banque pendant la crise. Donc dit de manière très simple, le biennial return vous dit, vous investissez 1 € dans une banque en juillet 2007 au début de la crise, combien il vous reste 18 mois plus tard en décembre 2008. Donc finalement, plus le biennial return est faible, plus la performance de la banque a été faible et moins la banque a été capable de résister pendant la crise. Et nos principales variables d'intérêt, donc évidemment, ça va être une mesure de la présence d'investisseurs de court terme dans l'actionnariat de la banque. Et on a un certain nombre de variables de contrôle qui sont des déterminants classiques de la performance des banques pendant la crise, qui sont toutes mesurées pour l'année 2006, qui est la dernière année pour laquelle on dispose de données avant la crise. Très rapidement, donc en termes d'échantillons, donc on a des banques, on part avec toutes les banques américaines. On fait quelques retraitements qui sont extrêmement classiques pour exclure des banques qui n'appartiennent pas à l'industrie bancaire traditionnelle. Et on finit avec un échantillon de un peu plus de 400 banques qui sont les plus grosses banques américaines et qui sont quasiment toutes, je crois, des banques commerciales ou des banques de dépôt, donc des banques qui sont soumises à la régulation de BAL.
en termes de données, vous ne couperez pas un petit tableau statistique de régression. Donc, dans ce tableau, on explique la performance des banques pendant la crise. Donc, évidemment, comme sur n'importe quel tableau de régression, on ne voit pas grand-chose. Mais ce qu'on trouve, le principal résultat, c'est que la présence d'investisseurs de court terme avant crise a un effet extrêmement négatif sur la performance des banques pendant la crise. En termes de variables de contrôle, ce qui est intéressant, c'est que les différentes mesures de capital qu'on a, donc des mesures un ratio d'equity en valeur comptable, un ratio d'equity en valeur de marché, ou le Tier 1 qui est le ratio standard, ont toutes un effet positif sur la performance des banques pendant la crise. Donc finalement, on confirme que plus de capital aide une banque à mieux s'en sortir pendant la crise. Donc on est totalement en lien avec la littérature qui explique que les banques devraient être mieux capitalisées. Mais ce que nous, on montre aussi, c'est que finalement, au-delà de ce niveau de capital, la nature des investisseurs qui va apporter ce capital est extrêmement importante. On a refait les mêmes tests pour la crise de 98 qui avait aussi été extrêmement importante et on a des résultats qui sont absolument inchangés. Donc on retrouve que les banques qui avaient plus de capital s'en sont mieux sorties pendant la crise, donc ont eu une performance plus élevée, mais que dans le même temps, la nature des investisseurs qui l'apportent, donc l'horizon, joue un rôle extrêmement fort puisque, donc, cette fois-ci mesuré en 97, plus d'investisseurs de court terme ont eu un effet négatif sur la performance des banques pendant la crise. Donc on a fait d'autres tests de robustesse pour être vraiment sûr que c'est vraiment un effet de l'horizon, etc. Donc je vous épargne ces tests. Ce que je vais chercher à vous présenter, c'est finalement quels sont les canaux par lesquels on peut expliquer pourquoi la présence d'investisseurs de court terme a un effet négatif sur la performance des banques pendant la crise. Maintenant qu'on a établi que la présence d'investisseurs de court terme avait un effet négatif sur la performance des banques pendant la crise, ce qu'on veut chercher à faire, c'est de regarder par quels canaux cet effet peut transiter. Alors, un premier canal, ce serait un canal de prise de risque qui serait de dire que les investisseurs de court terme ont pu pousser à une prise de risque plus importante et que finalement les banques qui avaient plus de court terme ont cherché à maximiser la performance à court terme, donc du RE, etc., au prix de la stabilité des banques. Donc finalement, l'idée, ce serait que les banques avec plus d'investisseurs de court terme ont eu une moins bonne performance parce qu'elles sont arrivées dans la crise en étant plus risquées. Donc pour explorer cette possibilité, ce qu'on fait, c'est qu'on va régresser un certain nombre de variables de risque mesurées pré-crise sur la présence d'investisseurs de court terme. Donc on a des mesures de risque des banques extrêmement classiques, le risque total, le risque de queue de distribution, l'exposition au marché immobilier. Et donc ce qu'on trouve, c'est que c'est mixte finalement. On trouve que plus d'investisseurs de court terme, c'est associé à une volatilité du stock price plus important avant crise. Pas d'effet sur le risque sur le tail risk. Un effet négatif sur le Z-score qui est inversement relié à la solvabilité de la banque. Et autre résultat intéressant, on a un lien positif entre la présence d'investisseurs de court terme et une mesure de risque réglementaire qui est le risque weighted asset, donc les actifs pondérés par les risques, sur le total actif. Donc finalement, même s'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de lien forcément évident entre la présence de court terme et des prises de risque avant crise, on veut quand même s'assurer que ce n'est pas ce qui va affecter nos résultats. Donc, on présente des résultats où finalement on va intégrer en plus de toutes nos variables de contrôle ces différentes mesures de risque pré-crise. Donc de manière très classique, on trouve que finalement plus une banque était risquée avant crise, moins la performance a été élevée. Maintenant, même quand on contrôle pour ces variables, il reste qu'on a un effet extrêmement négatif de la performance, de la présence d'investisseurs de court terme sur la performance des banques pendant la crise. C'est que finalement, donc, il pouvait y avoir des différences de risque entre les banques qui avaient plus ou moins d'investisseurs de court terme, mais que c'est finalement pas suffisant pour expliquer le lien entre investisseurs de court terme pré-crise et la performance des banques pendant la crise. Donc ce qu'on a voulu regarder, c'est dans quelle mesure l'effet pouvait venir du comportement des investisseurs de court terme pendant la crise. Donc finalement, la différence ne vient pas de ce qui s'est passé avant crise, mais que pendant la crise, les court termes et les long termes ont eu des comportements différents.
Et donc, ce qu'on veut chercher à voir, c'est dans quelle mesure les investisseurs de court terme ont pu contribuer à la chute du cours de bourse des banques en vendant activement leurs actions pendant la crise. Donc, on a créé une sorte de mesure de selling pressure au niveau de la banque. Donc, on va mesurer le nombre de fois où une action de banque a été vendue sur la période de crise. Et on trouve qu'effectivement, les banques qui avaient plus d'investisseurs court terme ont été exposées à une selling pressure beaucoup plus importante pendant la crise, ce qui tend à démontrer que finalement, c'est le comportement de trading des investisseurs de court terme pendant la crise qui a amplifié l'effet de la crise et qui a contribué à la baisse du cours de bourse des banques pendant la crise. Donc, conclusion de ce premier article. L'idée, ce qu'on a cherché à faire, c'est un peu challenger cette approche de la réglementation qui veut que plus de capital soit souhaitable ou soit meilleur pour la stabilité des banques, indépendamment de qui apporte ce capital. Et donc, ce qu'on montre, c'est qu'évidemment, le niveau de capital est quelque chose d'extrêmement important et plus de capital aide les banques à mieux s'en sortir en période de crise, mais que au-delà de ce niveau de capital, l'horizon des investisseurs et, dans notre cas particulier, la nature des investisseurs, dans ce cas particulier, leur horizon, a un impact extrêmement important et joue un rôle sur la stabilité des banques en temps de crise. Et donc, le premier message, c'est que dans une perspective de stabilité des banques et de résistance des banques en temps de crise, la présence d'investisseurs de long terme est importante et devrait être encouragée. Pour la deuxième étude, on va sortir totalement des banques et on va s'intéresser au lien entre l'horizon des investisseurs et la construction d'actifs immatériels. Alors, je suis désolé, par avance, je vais dire un certain nombre de fois intangible, c'est un anglicisme, il faut retenir actifs immatériels. Et donc, on va s'intéresser au lien finalement donc, entre l'horizon et ces actifs immatériels qui sont des actifs qui sont souvent créateurs de valeur, mais dont la valeur est toujours compliquée à évaluer. Et on va s'intéresser au cas d'un immatériel particulier qui est la satisfaction des clients. Donc, on va d'abord voir des employés, pardon. Donc, on va d'abord voir les liens finalement entre la satisfaction des employés et la création de valeur. Ensuite, on verra pourquoi des actifs immatériels en général et la satisfaction des employés en particulier peut créer un conflit entre des actionnaires qui ont des horizons d'investissement différents. Et donc, je voudrais très rapidement la méthodologie, en particulier comment on mesure la satisfaction des employés. Et donc, normalement, on passe très vite. Là, je passerai encore plus vite parce que j'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour vous présenter les tests complémentaires qu'on fait pour être sûr que ça vient bien d'un effet de l'horizon et pas de différence en termes de concentration de l'actionnariat ou de présence d'investisseurs socialement responsables. Alors, moi aussi, j'ai des petites citations, on aime bien les citations. Donc, pourquoi on a voulu s'intéresser à la satisfaction des employés? La première raison, c'est que quand on regarde ce que déclarent les dirigeants, on voit que c'est quelque chose, la satisfaction des employés, quelque chose d'important, quelque chose en tout cas à laquelle ils accordent de l'importance. Même Jack Welch, qui est vraiment focalisé valeur actionnariale, il explique que s'il devait gérer une compagnie sur la base de 3 mesures, ces mesures seraient la satisfaction des clients, la satisfaction des employés et les cash flows. Donc ça, c'est un peu d'évidence anecdotique que la satisfaction des employés, c'est quelque chose auquel les dirigeants portent attention. Maintenant, d'un point de vue académique, qu'est-ce qu'on sait entre les liens entre satisfaction des employés et création de valeur? Alors, d'un point de vue théorique, on a un certain nombre de théories en ressources humaines qui montrent que la satisfaction des employés contribue à la création de valeur à travers 2 mécanismes très différents qui sont la motivation et la rétention des employés. Donc si finalement vous traitez bien vos employés, vous aurez des employés qui seront plus motivés et en plus ça évite qu'ils partent à la concurrence. De manière plus intéressante, et c'est finalement un peu un test de la littérature en finance, de ces théories en ressources humaines, il y a certains papiers qui ont montré que la satisfaction des employés générait énormément de valeur pour les actionnaires. Et ce qui est, à mon avis, très intéressant, c'est qu'ils prennent en compte le fait que la causalité pourrait être inversée. Parce que bien sûr, on pourrait dire que les entreprises qui ont une très bonne performance
ou qui créent beaucoup de valeur peuvent se permettre de mieux traiter leurs employés, par exemple de mieux les payer, etc. Et donc la relation s'inverse. La causalité n'est pas celle-là, la causalité c'est vraiment la satisfaction des employés qui a un effet sur la création de valeur pour les actionnaires. De manière complémentaire, on a aussi quelques papiers qui montrent que quand les actionnaires font des propositions en termes de CSR, ça concerne la plupart du temps les employés, que quand ces propositions sont acceptées, elles sont généralement créatrices de valeur. Autre évidence, il y a un papier récent de Guido Sapienza Zingeles qui montre qu'une culture d'entreprise qui est basée sur l'intégrité et sur la confiance dans le management, donc ce qui est finalement une composante extrêmement importante de la satisfaction des employés, et cette culture d'entreprise, elle est reliée positivement à la performance de l'entreprise. Donc pour résumer, la satisfaction des employés, c'est finalement une dimension du comportement socialement responsable d'une entreprise qui a un lien extrêmement fort, à la fois du point de vue théorique et du point de vue empirique, avec la création de valeur de l'entreprise. Juste pour te donner le niveau de la magnitude de l'effet documenté par les Donc, un des papiers sur lesquels on s'appuie, c'est finalement deux papiers d'Alex Hellmans, qui est prof à London Business School, et qui montre que investir dans des compagnies qui sont les compagnies pour lesquelles la satisfaction des clients est la plus élevée, on verra après comment on mesure la satisfaction, génère une surperformance d'environ 4% par an sur quasiment 26 ans. Donc si vous êtes un gestionnaire de fonds et que vous battez le marché de 1% sur 5 ans, vous êtes considéré comme une star. Là, c'est une stratégie qui surperforme le marché de 4% sur 26 ans. Donc c'est extrêmement... 4% par an sur 26 ans. Finalement, dans le cas de la satisfaction des employés, cet arbitrage qu'on fait finalement entre d'un côté maximiser la performance financière et de l'autre avoir un comportement socialement responsable, là, dans ce cas-là, cet arbitrage n'existe plus. En traitant bien les salariés, à la fois on agit de manière socialement responsable et en plus on génère énormément de valeur pour les actionnaires. Donc finalement, investir dans la satisfaction des employés ou s'intéresser à la satisfaction de ces employés, c'est quelque chose qui, d'un point de vue économique, est tout aussi justifié que de faire des dépenses R&D, des dépenses de marketing ou d'investir dans des CAPEX. Donc ce que nous, on a voulu faire dans cet article, c'est d'étudier les déterminants de la satisfaction des employés et de regarder évidemment le rôle joué par la présence d'investisseurs de long terme. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au lien entre ces actifs immatériels, la satisfaction des salariés et l'horizon des investisseurs? La raison principale, c'est que donc, ces actifs immatériels tels que la satisfaction des employés, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence physique, donc c'est assez difficile à mesurer. Et donc, de manière générale, ce qu'on trouve, c'est que les entreprises qui ont beaucoup d'actifs immatériels, donc que ce soit de la R&D, que ce soit de l'advertising ou de la qualité des brevets, toutes ces entreprises ont tendance à surperformer sur le long terme, ce qui indique qu'en fait le marché n'est pas capable de reconnaître directement la valeur associée à ces actifs immatériels. Et l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'actifs qui sont des actifs immatériels, donc qu'on peut difficilement mesurer comme la satisfaction des employés, qui sont finalement créateurs de valeur, mais le marché met du temps finalement à comprendre que avoir des employés qui sont satisfaits va créer de la valeur pour l'entreprise. Donc finalement, indépendamment de la satisfaction, d'autres actifs immatériels, comme par exemple la qualité des brevets, ces entreprises-là ont tendance à avoir une meilleure performance que les autres, à avoir une surperformance par rapport aux autres entreprises, parce que finalement, le marché n'avait pas capable d'intégrer directement la valeur associée au fait d'avoir des brevets de qualité ou la valeur associée au fait d'avoir des employés qui sont heureux. Donc, par exemple, on parlait de l'étude Hellmans, il montre que le marché met énormément de temps, jusqu'à 5 ans, pour incorporer totalement la valeur associée à la satisfaction des employés. Et finalement, ce mispricing, cette sous-évaluation
des actifs immatériels, donc c'est-à-dire le fait que ce soit des actifs qui soient créateurs de valeur, mais que dans le même temps, le marché ne soit pas capable de reconnaître la valeur associée à ces actifs, va créer une tension entre des investisseurs qui ont des horizons d'investissement différents. Pourquoi? Parce que finalement, ce mispricing ou cette sous-évaluation n'est pas importante pour des investisseurs de long terme, puisqu'ils sont capables d'attendre, ils sont patients, ils sont capables d'attendre jusqu'à ce que la valeur associée à l'intangible, donc la valeur associée à la satisfaction des employés par exemple, soit incorporée totalement dans le cours de bourse. Par contre, ça va avoir de l'importance pour des investisseurs de court terme qui pourraient avoir à vendre leurs actions alors que la valeur de l'intangible, la valeur associée à la satisfaction des employés n'est pas encore totalement intégrée dans le cours de bourse. Comment on mesure la satisfaction des employés? Alors on utilise la même mesure que Mans, donc c'est la mesure grâce à laquelle il montre qu'il y a une surperformance extrêmement forte des entreprises où les salariés sont bien traités. Et c'est finalement la mesure en fait est basée sur une liste des Best Companies to Work For, qui est quelque chose qui est une liste qui est publiée de manière annuelle dans le magazine Fortune. J'ai vu il n'y a pas très longtemps dans le métro que ce classement arrivait en France, donc peut-être qu'on pourra faire quelque chose sur le marché français. Pour le moment, donc on n'est que sur le marché américain. Et la bonne chose avec cette mesure, c'est que c'est vraiment une mesure très en profondeur de la satisfaction des employés. C'est une valorisation, enfin une évaluation indépendante de la satisfaction des employés qui est basée sur un questionnaire qui est envoyé à 250 employés dans chacune des entreprises. Donc c'est finalement pas quelque chose du style on va mettre un employé dans le board parce que ça fait bien et c'est de l'affichage, on va manipuler le fait qu'on prétend prendre soin de ses salariés en mettant un dans le board, mais finalement c'est pas le cas. Donc là c'est vraiment une mesure c'est la mesure la plus respectée de satisfaction parce que justement c'est une évaluation indépendante et extrêmement rigoureuse de la satisfaction des salariés. Les 250 sont pris comment? Alors ils envoient un questionnaire à, je crois que c'est au moins 500 employés dans chaque entreprise. Et ils ont un taux de réponse qui est environ d'1 sur 2. Donc c'est ce qui fait que l'étude est basée sur 250 employés pour chaque entreprise. Et en plus de ça, il y a une espèce d'audit social qui est fait pour voir que les salariés sont effectivement bien traités. Mais la grande majorité du classement et du fait d'être considéré dans cette liste des best companies, c'est ce questionnaire qui est envoyé à 250 employés. Donc je passe très vite. Donc encore une fois, c'est un échantillon américain puisque pour le moment on n'a pas de données sur le marché français. On impose une restriction qui est d'avoir au moins 500 employés puisque les entreprises qui ont moins de 500 employés ne peuvent même pas être considérées pour entrer dans la liste. Donc on a à peu près quasiment 6000 entreprises dans notre échantillon, donc qui va de 98 à 2012. On commence en 98 parce que 98 c'est la première année à partir de laquelle le classement des best companies est publié de manière annuelle. Donc en termes de résultats, donc, ce qu'on cherche à expliquer c'est l'appartenance à ce classement des best companies to work for, et on trouve que nos différentes mesures d'horizon ont un effet extrêmement important sur la probabilité de faire partie des best companies to work for. On a des résultats qui sont assez cohérents avec le fait que finalement les entreprises qui sont plus profitables ont des employés ont plus de chances d'apparaître dans le classement, que la dette a un effet extrêmement négatif sur la satisfaction des employés. Donc on a des résultats en termes de variables de contrôle qui sont assez standards. Maintenant notre principal résultat c'est de montrer que l'horizon des investisseurs, la présence d'investisseurs de long terme a un effet extrêmement positif sur la satisfaction des employés. Donc je vais passer extrêmement vite sur les tests qu'on a fait. Alors la mesure de satisfaction qu'on a, c'est vraiment un output, c'est est-ce que finalement on va apparaître dans le classement. Donc on a voulu s'intéresser au fait d'avoir est-ce que finalement la présence d'investisseurs de long terme était aussi reliée à des programmes de bon traitement des employés.
Donc on a la base de données KLD qui note la performance sociale d'une entreprise, et en particulier dans un champ qui est les relations avec les employés. On trouve que la présence de long terme a un effet positif sur le bon traitement des employés. Et puis on a fait un certain nombre de tests complémentaires sur lesquels je vais passer vite pour être sûr que l'effet vient bien de l'horizon et pas par exemple d'avoir un actionnariat concentré. On a aussi pris soin de voir que ce n'était pas un effet de sélection, donc est-ce qu'on pourrait s'imaginer que les long termes décident d'investir dans des entreprises qui traitent bien leurs employés. Maintenant on trouve que ce n'est pas le cas, c'est vraiment les long termes qui ont un effet sur la satisfaction des employés. Et le dernier test qu'on a fait, c'est de savoir est-ce que ça ne pourrait pas venir d'investisseurs socialement responsables. Donc on trouve qu'effectivement la présence d'investisseurs socialement responsables a un effet positif sur la satisfaction des employés, mais que la présence de long terme reste quand même associée à la satisfaction des employés. Et donc, rapidement pour conclure, donc, le principal résultat de l'article, c'est de montrer que l'horizon d'investissement des investisseurs d'une entreprise a un effet important sur la satisfaction de ses employés. On a, je pense, deux contributions importantes dans cet article. La première, c'est de montrer que la présence d'investisseurs de long terme joue un rôle dans la promotion de ces actifs immatériels qui vont créer de la valeur, mais seulement sur le long terme. La deuxième, c'est concernant les déterminants du comportement socialement responsable d'une entreprise. On a des résultats qui sont finalement assez en ligne avec un article de Benabou et Tirole dans lequel ils expliquaient qu'un investisseur qui voudrait promouvoir un comportement socialement responsable dans une entreprise devrait se positionner comme un investisseur de long terme. Maintenant, ça ne veut pas pour autant dire que les long termes auraient un effet positif sur n'importe quelle dimension du comportement socialement responsable d'une entreprise, puisque je vous rappelle la particularité de la satisfaction des salariés, c'est qu'on a à la fois performance sociale et performance financière. Donc finalement, il est possible que pour d'autres dimensions du comportement socialement responsable d'une entreprise, on ait un effet négatif des long termes parce qu'ils vont discipliner des pratiques CSR qui seraient financièrement coûteuses ou qui serviraient les intérêts privés du dirigeant. Voilà.